C'est un petit rappel sur la clinique de l'autisme, sur les derniers développements au niveau des diagnostics et quelques éléments sur la physiopathologie et certains éléments de prise en charge. Donc définition, dépistage, on va aller rapidement sur les deux premiers points et je reprendrai les hypothèses physiopathologiques et l'accompagnement thérapeutique brièvement. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Généralement, quand on travaille en autisme, on ne prescrit pas, donc pas de pilule égale pas de conflit d'intérêt. Les définitions, donc je vous rappelle que les troubles du spectre autistique, il y a depuis le DSM-4 et surtout dans le 5, on ne parle plus de syndrome d'Asperger ni de troubles autistiques graves et tout ça. C'est ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Il y a un continuum qui va de l'autisme de haut niveau à l'autisme plus profond. Et on sait maintenant que le pronostic est largement lié au déficit intellectuel qui accompagne ou n'accompagne pas le trouble autistique. Donc c'est un déficit persistant dans la communication et les interactions sociales dans de multiples contextes. Mode restreint répétitif, donc ça c'est les enfants qui veulent toujours la même chose. Je vous en montrerai des exemples, des vidéos tout à l'heure. Et ce qui est très important, c'est le troisième point, c'est que les symptômes doivent être présents dans la période de développement précoce. Parce qu'on a des symptômes qui pourraient faire évoquer de l'autisme et qui sont en fait des dépressions de l'enfant ou qui sont des troubles de personnalité qui apparaissent plus tard et qui ne correspondent pas au diagnostic de troubles du spectre autistique. Donc l'épidémiologie, là j'embarque un petit peu sur ce que va nous dire Ernesto. Le taux de prévalence a augmenté de 78% entre 2002 et 2008. Au Canada, on en est à un enfant sur 94, avec 4 fois plus de garçons. Il y a de gros débats là-dessus parce qu'on pense qu'il y aurait peut-être un sous-diagnostic des filles, un petit peu comme dans le TDAH où on sous-diagnostique les petites filles parce qu'elles sont plus TDA que TDAH. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a dans ces 78%, d'augmentation, il y a beaucoup de débats parce que on ne sait pas si c'est une épidémie, comme ça avait été souligné au temps où on pensait que c'était lié à la vaccination. On pense qu'il y a quand même des éléments qui sont sur le fait que les critères diagnostiques sont beaucoup plus précis maintenant et que donc ça a aussi augmenté le niveau de diagnostic. Moi, j'ai encore des confrères qui pensent que pour être autiste, il faut avoir des stéréotypies et être débile, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc 62% des enfants ne présentent, alors ça aussi c'est un chiffre qui maintenant est encore plus bas, alors qu'il y a 20 ans on pensait que 80% des autistes étaient déficients et 20% ne l'étaient pas. Maintenant on pense plutôt que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y aurait même peut-être 15 à 20% d'enfants autistes qui sont aussi déficients et 80% qui ne le sont pas. Donc gros problème au niveau de la comorbidité. Ça, c'est quand on établit le diagnostic. Le trouble du spectre autistique, moi, je m'occupe d'une clinique spécialisée en diagnostic d'autisme à Montréal. On fait à peu près 250 évaluations par an. On est une petite équipe. Et on a de plus en plus de comorbidités et c'est très embêtant parce que, vous voyez, cet espace-là entre le TDAH et le TSA est vraiment difficile à diagnostiquer et bizarrement, on a des enfants qui apparaissent avec des symptômes autistiques dans la prime enfance jusqu'à 3-4 ans et qui disparaissent et qui laissent place à du TDAH assez actif par après. On retrouve bien sûr tout ce qui est des dyspraxies, des dysphasies, retard de langage extrêmement fréquent dans le trouble autistique. Et parfois, on a des diagnostics différentiels un peu difficiles parce que, comme vous le verrez, les TSA ont aussi des capacités d'apprentissage qui sont parfois particulières et qui fait qu'on se retrouve dans ce diagnostic serré de la douance. Alors, quand il y a en même temps douance, qu'il y a en même temps TDAH et TSA, c'est assez complexe. Le dépistage. Alors là, on a quelques outils, mais c'est vraiment que du dépistage. Le MChat, c'est un questionnaire de 23 questions
qu'on retrouve facilement sur Internet et qui est très utilisable par les pédiatres. C'est assez facile, c'est une très bonne spécificité, mais c'est pas extrêmement sensible. Et c'est quand même simplement du dépistage. Voilà. Un autre questionnaire. Alors oui, l'ennui pour le MChat, c'est que dépasser 30 mois, ça n'est plus valide, c'est plus significatif comme intérêt. Donc on a un autre qu'on utilise généralement pour les adultes et pour tous les âges. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est le SCQ, Social Communication Questionnaire, et qui est quand même plus lourd, 40 questions, et qui est quand même assez spécifique. Moi, je le fais passer à tous les patients que je vois, parce qu'à Montréal, je fais en même temps de l'adulte et de l'enfant. Au niveau du dépistage précoce pour les pédiatres, les éléments qui sont maintenant reconnus comme significatifs sont le fait qu'un périmètre crânien se retrouve dans les hautes valeurs, dans les 75e percentiles, et le Teichling test. Alors, je vais d'abord vous parler de la tension conjointe. La tension conjointe, il faut absolument que les médecins de famille et les pédiatres mettent à distance, à l'autre bout de leur cabinet, un jouet qui attire le regard de l'enfant, et il faut regarder l'enfant et envoyer son regard vers le jouet et voir si l'enfant suit votre regard quand vous l'attirez. S'il ne suit pas votre regard pour lui montrer quelque chose, il faut qu'à ce moment-là, vous pointiez et que vous voyez s'il suit votre doigt et s'il va regarder l'objet ou s'il reste collé sur votre doigt. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la tension conjointe. Ce qui est un test assez facile. Le Teichling test, c'est quand vous prenez un enfant, la batelière veut absolument que je me connecte, et que vous le tenez droit et qu'après vous le penchez de 45 degrés, vous voyez un enfant normal remet sa tête verticale. Un enfant autiste la laisse dans le prolongement du corps. Ce qui est un test extrêmement facile et qui peut se faire dès le 6e mois. Donc ça, c'est aussi un test facile pour les pédiatres, pour les médecins de famille, que je vous conseille de retenir parce qu'il est validé maintenant comme étant significatif. Et on ne peut pas établir le diagnostic d'autisme avant 2 ou 3 ans, mais ça, c'est quand même un indice intéressant. Une étude récente a montré que aussi bien chez les retards de langage, les troubles dyspraxiques, mais aussi l'autisme, on le retrouvait de façon significative. Donc ça attire l'attention et ça vous permet de suivre de façon plus spécifique cet enfant. Les outils diagnostiques, alors là, nous sommes assez chanceux en autisme par rapport à la psychiatrie et la pédopsychiatrie qui a pas ou peu de tests significatifs. Nous avons 2 outils très significatifs validés de par le monde qui sont à peu près culture free, donc qu'on peut utiliser aussi bien en Martinique qu'à Montréal ou en Chine. C'est l'ADIER. Alors l'ADIER est un questionnaire assez lourd, ça prend toujours 1 heure, 1 heure et demie, surtout chez des parents qui parlent beaucoup. C'est 87 questions que moi je dois coter de 0 à 3, donc c'est absent, présent un peu, présent beaucoup. Et l'ADIER, c'est une espèce de photo de comment fonctionnait l'enfant vers 3-4 ans. Pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil? C'est qu'on s'est aperçu en reprenant les vidéos de parents qui filmaient leurs enfants pour l'anniversaire et tout ça, que un indice de diagnostic d'autisme très important est l'inquiétude des parents. Alors qu'avant, les pédiatres renvoyaient les parents inquiets en leur disant « mais c'est rien, vous allez voir, oui, ils parlent pas, oui, ils vous regardent pas, mais dans 5 ans, ça sera réglé. » Non, c'est pas réglé, et on sait que significativement, l'inquiétude des parents et leur vision des choses est très significative. Donc c'est rentré maintenant dans le gold standard. C'est long et des fois on a des parents qui en rajoutent et des fois on a des parents qui en enlèvent, donc il faut faire la part des choses. On fait rentrer sur un algorithme les réponses. Par exemple, j'ai gardé la notion de regard direct. C'était simplement pour vous montrer une petite vidéo d'un enfant qui est autiste et vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de regard. Donc là, il est avec l'infirmière, mon assistante. Donc on a des jeux, on essaye de le faire jouer. Vous pouvez mettre le son.
Donc, vous voyez, il essaye d'attraper le jeu, mais il n'y a aucun contact visuel avec l'intervenante. Et plutôt que de continuer à essayer de questionner et de demander à l'intervenante de pouvoir récupérer l'objet, ce qu'un enfant normal fait, hop, il se désintéresse et il va jouer avec autre chose. On va le revoir là. Donc là, c'est le lapin. Il commence à essayer de voir qu'il y a une interaction entre cet objet-là et l'autre, mais vous voyez, il manipule l'objet sans aucun contact visuel, malgré les tentatives de l'infirmière pour lui faire pour interagir. Donc on fait rentrer les différents résultats avec des cut-offs. Alors vous voyez, c'est très... En même temps, on peut se dire, mais si on a 9 sur 10 à tout ce qui est de la réciprocité, ou le B, c'est des anomalies de communication, si on est à 7, est-ce qu'on est quand même autiste ? Ou est-ce qu'on est à 9 ? C'est quoi la différence entre 7 et 9 ? Et la cotation interjuge est un peu est difficile à établir. Et aussi, il y a des signes, on va le voir tout à l'heure, qui sont variables. Donc, le deuxième outil, c'est l'ADOS 2. C'est là, alors que l'ADIER est un questionnaire sur comment ça se passait vers 3-4 ans, l'ADOS 2, c'est une batterie de tests avec les petits jeux, le petit lapin que vous avez vu, qui se fait quel que soit le moment. Je l'ai fait pour des personnes de 60 ans, parce qu'il y a 5 niveaux selon le niveau de langage. Donc, le 5e niveau est pour l'adulte. Et on cote immédiatement après avoir fait voilà. Donc par exemple, il y a le test du blocage d'un jouet que je vais vous montrer. Là, vous allez voir, l'infirmière empêche l'enfant de jouer avec des jeux d'action-réaction. Normalement, un enfant, si vous l'empêchez de jouer, il va vous regarder et il va essayer d'interagir. Là, vous allez voir, il laisse... Voilà, il enlève la main de l'intervenante, et vous avez vu aussi, c'est au niveau de la motricité globale, il y a par rapport à son âge, vous voyez comment il fait, il enlève la main de l'adulte sans établir du tout de contact visuel avec l'adulte et sans aucune interaction. Vous avez vu aussi qu'à un moment, il se recule et il trébuche contre les objets parce qu'ils décodent pas bien leur environnement, et donc ils ont beaucoup de mal à se repérer dans l'espace. Donc on fait rentrer tous ces résultats dans les différents. Donc vous avez par exemple le contact visuel, demander, montrer, ignorer, réponse à l'appel de son prénom, plaisir partagé. Tout ça, on le fait rentrer dans cette cotation qui nous permet d'établir le diagnostic. Il y a quelques éléments de spécificité et de critique de ces tests, c'est qu'il y a certains éléments, comme les comportements répétitifs, qui sont pas très spécifiques. Ce qu'on appelle flapping, le battement des mains qu'on retrouve chez les enfants, l'automutilation et l'éthique sont des choses qu'on peut retrouver dans d'autres enfants qui ont des émotions. Et le balancement, si on prend un enfant normal et qu'on qu'on le restreint au niveau de ses capacités, on risque aussi d'avoir des balancements. Donc il y a une basse spécificité. Alors que d'autres, comme vous avez vu, l'exploration visuelle atypique, vous avez vu, l'enfant ne regarde pas du tout et ne rentre pas du tout en relation, sont élevés, alors que dans ces tests-là, ils sont cotés de façon identique. Donc il est probable que ces tests, dans les prochaines moutures, seront pondérés selon l'importance des éléments du diagnostic. Il y a aussi, vous voyez, la fréquence des comportements est variable. L'observation d'un objet en mouvement qu'on voit très fréquemment, et l'observation de près, les autistes, quand ils regardent un objet ou viennent près de quelqu'un, ils vont pas vous regarder à une distance habituelle, ils vont venir vous regarder de très proche pour essayer de décoder tout ce qui est de votre expression. Pour compliquer les choses, c'est que certains des éléments qu'on voit dans ces différents tests diminuent
avec l'âge. C'est-à-dire que les enfants, il y a un élément très significatif chez les autistes, c'est le fait que vers 3-4 ans, au lieu de prendre un objet qui est à leur portée, ils prennent la main d'un adulte et ils utilisent la main d'un adulte comme si c'était un outil. Ce signe-là, ce qu'on appelle la prise de la main qu'on voit là, il diminue assez rapidement. Il diminue, pourquoi? C'est parce que les parents ont une action éducative qui disent ben non, tu prends pas la main d'adulte, tu prends. Donc c'est pour ça que l'ADIR et la DOS sont complémentaires, parce que s'il n'y a pas la prise de la main, qu'on évalue un enfant et qui a 7-8 ans et qu'il ne l'a plus, mais qu'il l'avait alors qu'il avait 3-4 ans, mais là ça devient significatif. Donc vous voyez, il y a l'attention conjointe. Je vous ai fait aussi une petite non. Voilà, là, l'infirmière essaye de jouer avec lui. Et là, vous avez vu, il commence à pointer. Il a commencé un petit signe de pointage, mais en même temps qu'un enfant pointe, généralement, il regarde le parent pour lui exprimer là où ça se passe. Là, il commence à faire des initiations de pointage, mais il ne regarde pas du tout sa maman qui est à côté de lui. Là, on va faire la collation. La collation, c'est un test dans la DOS où, ça vous allez me dire, c'est un peu sadique, où on met quelque chose qu'il aime dans des petites boîtes qui sont impossibles à ouvrir, et on voit comment est-ce que, vous voyez, l'infirmière lui montre les petits gâteaux. Il pointe, mais il ne la regarde pas. Il pointe, et au lieu d'essayer de demander, de faire des signes, il monte sur la table pour essayer d'attraper. Donc on continue. Là, vous allez voir, au lieu normalement un enfant qui n'arrive pas à ouvrir va aller donner la boîte à sa mère ou à l'infirmière en faisant signe d'ouvrir. Là, il va faire tout ce qu'il peut pour essayer d'ouvrir. Et s'il n'y arrive pas, vous voyez, il tape sur le genou de l'infirmière, mais il lui donne pas. Il le dépose, voire même il se désintéresse du sujet. On va pas prolonger trop longtemps. Ça, c'est pour tout ce qui est du jeu symbolique. Là, si on peut mettre le son, c'est intéressant. C'est un autre enfant. On essaye non, c'est de ce côté-là. On essaye de le faire jouer de façon symbolique. Ah. Non, c'est branché là. Ah, c'est pas grave. Alors, l'infirmière essaye de faire jouer avec une poupée. Donc lui, généralement aussi, les autistes ont tendance à aller se mettre dans un petit coin. Regardez, l'infirmière essaye de jouer, il repousse le baigneur. Et donc l'infirmière parle à la place de la poupée. Et ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce que l'enfant interagit avec la poupée et accepte de réagir à ça. Là, il essaye d'aller cacher de l'autre côté. Voilà, l'infirmière va essayer de le faire jouer. Vous voyez, aucun contact visuel. Il repousse le voilà. C'est réglé, comme ça il n'y a plus d'interaction, on est tranquille. Donc là c'est des alignements, c'est aussi un symptôme, excusez-moi, à chaque fois ça part dans l'autre sens, c'est aussi un symptôme assez significatif chez les autistes, vous allez voir, ça c'est un enfant plus âgé, et sa mère nous a filmé le fait qu'il fait des alignements, il classe tout, donc vous voyez, Et bon, si un enfant fait ça une fois, c'est pas grave, mais quand il passe son temps à faire des alignements, vous voyez l'intensité de l'alignement, je vous passe les détails, mais ça va ça fait tout l'appartement.
Voilà. Alors les hypothèses physiopathologiques, je vais pas trop avancer là-dessus, Ernesto reprendra, mais on est maintenant dans tout ce qui est le connectome. Donc ça, c'est des images d'IRM fonctionnel. Nous n'avons malheureusement pas pour l'instant de diagnostic clinique et radiologique ou de tests, je dirais, biochimiques qui nous permettent de faire un diagnostic d'autisme. Probablement d'ailleurs que ce qu'on appelle actuellement le trouble du spectre autistique sera redécoupé dans quelques années parce que cliniquement, il y a des autistes avec déficience, il y a des autistes avec hyperactivité et probablement on aura des autistes type A, type B, type C, type D parce que il y a certaines classes qui nous paraissent significatives, mais pour l'instant, on n'a rien là-dessus. Ce qu'on sait, c'est donc le modèle de disconnectivité de Cana. Les études en IRM fonctionnel montrent une connectivité réduite entre les régions frontales et postérieures. Le réseau par défaut, c'est ce qui reste allumé quand vous pensez pas, ou quand vous pensez à minima. Il serait sous-connecté. Et le binding perceptif. C'est pour ça que quand on travaille avec des autistes, il faut absolument repérer qu'il ne faut pas les toucher et leur parler et en même temps les regarder parce que ils n'arrivent pas à connecter en même temps le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc ils ont ce qu'on appelle le binding réceptif. Ça veut dire que le lien, quand je vous parle, en même temps vous me regardez, vous m'entendez et vous savez que vous êtes assis sur une chaise. L'autiste, si les canaux ne sont pas ouverts tous ensemble et si on essaye de faire tout ouvrir, il se referme. La connectivité faible du lobe frontal avec le reste du cortex à l'état de repos. Donc ça, c'est les hypothèses de disconnectivité. Et ça a été complété par le fait que, comme vous l'avez vu sur l'image, ça c'est une image de connectome normal, il y a une sous-connectivité au niveau des longues distances de connexion au niveau cérébral. Et tout ça va se développer au moment de la neurogénèse. C'est pour ça que, en fait, les enfants autistes, on les repère vers 2-3 ans, mais ça commence tout jeune. D'ailleurs, très souvent, les parents disent oui, mais déjà, ils me regardaient pas, ou c'était un enfant très calme, ou donc il y a des spécificités qu'on peut retrouver plus tôt. Il y a une surconnectivité des aires postérieures par compensation. Donc, comme il y aurait une sous-connectivité des longues distances, il y aurait une tentative du cerveau de faire des connexions plus courtes par processus de compensation. La connectivité locale est augmentée et les voies visuelles sont préférentielles. Ça, c'est extrêmement important parce que avant, on disait quand un autiste faisait des gestes ou quand il avait des façons spécifiques de regarder, on faisait tout pour l'empêcher de faire ça en le disant mais si on l'empêche de faire de la façon dont il le fait, il va peut-être faire autre chose. En fait, on sait que c'est une erreur majeure et qu'il faut travailler avec le visuel pour les autistes. Bon, la batelière veut toujours me connecter. L'accompagnement thérapeutique. Donc, je suis spécifiquement formé à la théorie SACAD qui commence par repérer où se trouve l'enfant. Donc, ce qu'on voit, c'est que à la base, il y a une perception du corps avec justement ce que je vous disais, les canaux d'apprentissage, moteur, visuel et auditif. Et si un enfant n'arrive pas à ouvrir ces 3 canaux en même temps, on peut pas monter plus haut. C'est-à-dire, on peut pas avoir un cadre de référence de soi et des autres si on n'est pas capable de percevoir qu'est-ce que c'est qu'un autre. Si, quand je vous regarde, je ne vois pas un visage global, mais que je vois des yeux, une moustache, un nez, et que je suis pas capable de faire une perception globale de tout ça, je peux pas vous percevoir comme différent de moi-même. D'où la notion de théorie de l'esprit. Donc après on utilise, ça c'est quelques petits outils qu'on utilise pour les autistes, vu qu'ils ont une grande difficulté à prévenir et qu'ils font des crises pour prévenir parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui va se passer après. On travaille on leur explique par exemple en dessinant avec eux. C'est pour ça que les pictogrammes ne marchent pas, c'est qu'il faut dessiner devant eux ce qui se passe. Au départ, on leur explique qu'on va sortir, donc
papa et l'enfant, on sort, on va à l'épicerie et on revient. Et donc, quand on explique ça à l'enfant, et on évite des crises de façon importante. Donc, départ, intervalle, arrivée, réduire l'absence de prévisibilité, départ et arrivée doivent être pareils. Le dessin se fait en présence de l'enfant en s'assurant de sa compréhension. Le dessin lui est donné, on peut le réutiliser, on peut le plastifier et le réutiliser. On s'assure, quand on fait ça, que le canal visuel est ouvert. J'ai bientôt fini. Autres exemples, on peut faire jouer des choses tout à fait simples. Jouer dans la main, jouer sur la table, jouer dans la main, joue, regarde la télévision, joue. Vous voyez, à chaque fois, on développe une espèce d'alphabet comportemental pour l'enfant pour lui permettre de commencer par le plus simple et d'aller petit à petit vers le plus difficile. Ça sous-entend bien sûr que quand on est autiste, on restera autiste toute sa vie, malheureusement, et qu'on va apprendre certaines choses et qui font. Alors la marguerite, c'est les catégorisations, c'est-à-dire quand un enfant se développe un petit peu plus, on va lui dire qu'est-ce que ça veut dire discuter. Quand on discute, il peut y avoir des blagues, il peut y avoir le fait que l'autre répond, qu'on est capable de dire ce qu'on aime, qu'on peut se souvenir de ce qu'on avait dit et que quand on a une idée, on peut le dire. Et on augmente avec lui les possibilités, ce qui permet de diversifier les apprentissages, de ce qui se mange. Voilà, donc quelques lectures pour finir. Ça, c'est les créatrices de la théorie saccade et l'intervention précoce pour les autistes de Laurent Mautron. C'est un livre récent et Laurent Mautron est aussi avec nous à Montréal. Il était venu en Martinique il y a une dizaine d'années. Voilà, je vous remercie.